En 1973, sortait un film largement considéré comme l'un des plus effrayants de l'histoire dans l'inconscient collectif qui a traumatisé plusieurs générations de spectateurs et qui continue de le faire encore aujourd'hui. Un film récompensé par 2 Oscars et 4 Golden Globes, classé 9e film le plus vu de tous les temps aux États-Unis en termes de nombre de spectateurs et qui, après de multiples ressorties, a rapporté en tout plus de 440 millions de dollars pour un budget originel total d'environ 15 millions, ce qui en fait le 3e film d'horreur le plus lucratif de l'histoire, après ça et Les Dents de la Mer, rien de moins. Vous l'aurez compris, je parle bien sûr du classique de William Friedkin, L'Exorciste, adaptation du roman éponyme de William Peter Blatty et véritable classique du cinéma d'épouvante, voire du cinéma tout court. À tel point que, près de 50 ans plus tard, les films de possession et d'exorcisme, devenus depuis un sous-genre à part entière, continuent d'avoir du mal à se détacher de son influence et ont tendance à nous resservir la même soupe froide en boucle avec quelques modifications ici et là. Évidemment, après un tel succès commercial et critique, même si celui-ci n'a pas toujours été unanime, Warner Bros, producteur et distributeur du film, n'allait certainement pas s'arrêter en si bon chemin. Une suite était dans les tuyaux, la première d'une longue série d'exploitation de ce filon inattendu que représentait L'Exorciste. Seulement, cette suite sera, à l'inverse de son prédécesseur, largement conspuée par le public et la critique au point d'être considérée aujourd'hui comme l'une des pires suites de tous les temps, figurant même en bonne place dans diverses listes ayant pour objet les plus mauvais films de l'histoire. Alors, véritable catastrophe filmique, suite trop sous-estimée ou carrément chef-d'œuvre incompris? Je vais tenter de répondre à cette question, plus intéressante qu'il n'y paraît, et, quitte à vous donner un indice sur ma position, nous allons essayer de réparer l'une des plus sinistres injustices de l'industrie du cinéma d'horreur américain. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque consacrée à L'Exorciste 2, l'hérétique. Devant le refus catégorique du duo Friedkin et Blatty de reprendre les rênes pour cette nouvelle aventure, c'est au réalisateur John Boorman, alias Monsieur Deliverance en personne, qui est proposé le projet, en sachant qu'il avait déjà été approché pour le premier opus et qu'il avait refusé car il trouvait le scénario dégoûtant, selon ses propres mots. Nous verrons ensemble pourquoi plus tard. Pour cette suite, c'est différent, car Boorman voit là la possibilité de réaliser un thriller métaphysique et plutôt intellectuel, qui lui fait bien de l'œil, sans avoir au préalable besoin de créer un lien particulier avec le public, puisque celui-ci a déjà été créé par le premier épisode. Le but du cinéaste en acceptant ce projet est donc de profiter du succès de L'Exorciste pour attirer un très large public, et de lui proposer une aventure cinématographique plus pointue, plus complexe et ambiguë également, tout en partant dans une direction complètement différente et inattendue. Et là, nous avons déjà un premier indice quant à la raison pour laquelle le film est si détesté, mais nous y reviendrons. Les producteurs, eux, avaient des ambitions artistiques beaucoup moins développées pour ce projet, puisque, du propre aveu de Richard Lederer, ils avaient dans l'idée de faire un film à budget relativement modeste, plus ou moins 3 millions de dollars, qui ne serait ni plus ni moins qu'une redite du premier, afin de profiter pleinement de son succès. L'idée était de mettre en scène un prêtre en figure centrale et de le suivre durant une enquête sur les événements de l'Exorciste, afin de revoir tous les personnages de celui-ci et de pouvoir exploiter des images qui n'avaient pas été gardées lors de son montage final, ainsi que quelques thématiques qui avaient été mises de côté. Une vision très cynique et commerciale de cette suite, mais une vision pour le moins claire et précise et totalement contraire à celle que John Boorman avait. Pour autant, le réalisateur a donné à ses producteurs ce qu'ils attendaient. Son personnage principal est bel et bien un prêtre et l'intrigue tourne effectivement autour d'une enquête qui découle des événements du premier film. Simplement, il a transformé ce concept en simple base sur laquelle construire sa propre intrigue et exploiter ses propres thématiques. Puis, il faut quand même préciser qu'il n'a pas forcément été beaucoup aidé pour respecter les demandes précises des producteurs. Plusieurs comédiens ne voulaient ou ne pouvaient reprendre leur rôle, à l'image de Ellen Burstyn qui refusa de rejouer la mère de Regan, ou de Lee Jacob, décédé peu avant et dont le rôle avait une place importante dans le scénario initial. Cela, ajouté aux caprices des comédiens et notamment Linda Blair qui refusa d'être remaquillée comme dans le premier opus, ou de jouer des scènes trop extrêmes et tendancieuses avec le nouveau venu Richard Burton, qui était du même avis, forcèrent Boorman et son scénariste William Goodhart à réécrire le script pas moins de 4 fois, ce qui, forcément, implique des complications et diverses difficultés. Mais je ne vais assurément pas me cacher derrière ces excuses pitoyables dans cette vidéo, car pour être tout à fait honnête, je suis à peu près sûr que le film tel qu'on le connaît correspond plutôt bien à ce que Boorman avait en tête, en moins extrême et en atténué, malheureusement. Et ce, même si le film a également été remonté plusieurs fois en catastrophe, suite aux très mauvais retours que ses premières projections en salle ont obtenus. Mais là encore, je vais passer outre dans mon analyse et mes conclusions, d'autant que tous ces traquins ont considérablement élevé le budget de la production pour passer de 3 millions à près de 15 millions, ce qui, finalement, est plutôt un bon point. Enfin soit, tout d'abord,
Que raconte cette suite de l'un des plus célèbres classiques de l'horreur ? L'intrigue du film commence 4 ans après les événements de L'Exorciste et nous fait suivre Regan, qui a désormais 16 ans et qui suit une thérapie assez avant-gardiste pour combattre le traumatisme des épreuves terribles qu'elle a traversées, même si elle semble au contraire se porter plutôt bien. À côté de ça, le père Lamont, ami proche du regretté père Merrin, qui était le fameux exorciste du premier film, est chargé d'enquêter sur sa mort et sur le cas Regan. Son objectif étant de laver l'honneur de son ancien camarade, accusé de satanisme et d'hérésie par certains membres de l'église. Le père Lamont va se retrouver malgré lui embarqué dans un combat contre le terrible démon Pazuzu qui habiterait toujours la jeune fille et va chercher à sauver définitivement son âme de l'emprise de cette infâme créature. Jusqu'ici, rien de bien particulier à dire. Le parti pris de départ ressemble bien aux attentes des producteurs et il y avait de quoi mettre l'eau à la bouche des fans du premier film. Voyons la suite. Regan est suivi par le docteur Gene Tuskin qui souhaite utiliser une thérapie encore expérimentale pour aider l'adolescente, l'hypnose synchronisée. L'idée est d'hypnotiser 2 personnes en même temps à l'aide d'un même appareil et de les mettre toutes les 2 sur la même fréquence. Ainsi, la psychanalyste peut théoriquement retrouver les doutes et souvenirs enfouis par sa patiente, mieux la comprendre et l'aider à y faire face, explorer sa psyché comme aucun autre outil ne le permet. Seulement voilà, en fouillant trop profondément dans l'esprit ou l'âme, c'est d'ailleurs tout le débat de Regan, le docteur Tuskin va trouver le terrifiant Pazuzu et manquait d'y passer. Le père Lamont va donc lui prêter main forte malgré ses réticences pour aider Regan et va lui aussi se connecter en quelque sorte à l'adolescente pour littéralement négocier avec le démon et en savoir plus sur son passé commun avec le père Merrin. Un passé commun qui va l'emmener jusqu'en Afrique à la recherche d'un dénommé Kokumo, un ancien enfant guérisseur qui a lui aussi été possédé par Pazuzu et exorcisé par Merrin et qui serait toujours en vie, adulte quelque part. Le père Lamont souhaite prouver que la jeune Regan a réellement été la victime d'un démon pour définitivement laver son ami de tout soupçon d'hérésie et en plus sauver l'adolescente une bonne fois pour toutes de son funeste sort. Désormais, vous avez déjà un petit peu plus d'indices sur les causes du rejet de ce film par la majorité du public. L'intrigue est relativement complexe, traverse le temps et différents pays pour faire des liens entre tout un tas d'éléments complètement nouveau pour le spectateur, amène de nombreux concepts métaphysiques, théologiques et philosophiques pour les mélanger et les tordre, faisant de l'enquête de Lamont non pas une simple recherche de preuves sur une histoire bien précise, mais bien une plongée onirique dans les abîmes de la nature humaine, et une relecture du combat intérieur qui agite chacun d'entre nous entre le bien et le mal. Le fait est que les spectateurs venaient voir une suite à une histoire de démons et d'exorcisme pour le moins simple, dont l'un des buts premiers était de terrifier. Le public souhaitait ressentir la même chose avec cette suite. Au lieu de cela, il se retrouvait face à un long métrage expérimental et beaucoup plus intellectuel qui choisit d'explorer des concepts complexes, de prendre le démon non pas comme une entité surnaturelle, mais bien comme une représentation d'un mal mental ou du visage sombre de l'être humain, ce qu'il est toujours au moins en partie lorsqu'il est exploité par une œuvre quelle qu'elle soit, mais qui ici ignore quasiment totalement ce qui faisait la force du premier exorciste. Nous avons droit ici à de longues séquences de dialogue lourds entre personnages qui ne jouent pas toujours bien, d'avancement de théories scientifiques, psychologiques, philosophiques ou théologiques ardues et avancées avec un aplomb et sérieux inébranlable, d'une quête cauchemardesque essentiellement concentrée sur les recherches du père Lamont et très peu parsemée d'actions ou d'éléments véritablement effrayants au premier degré. Ici, pas vraiment de manifestation surnaturelle des pouvoirs de Pazuzu, pas de séquences d'exorcisme extrêmement codifiées, très peu de maquillage effrayant et pas du tout de vomi ou de hurlements démoniaques. On lui reproche également une vision de l'Afrique extrêmement kitsch et caricatural, au décor en carton-pâte absolument pas réaliste, des effets spéciaux grossiers même pour l'époque, une intrigue brouillonne, inutilement complexe et difficile à suivre, voire incohérente, mais surtout, on lui reproche de vouloir trop prendre le premier film à contre-pied, de se la jouer intelligent sans réellement l'être, de trop faire ressentir le manque d'attrait qu'avait Boorman pour l'intrigue du premier Exorciste. Ces quelques éléments sont un condensé des critiques que l'on peut retrouver sur IMDb, Rotten Tomatoes, Letterboxd ou de la part de critiques de l'époque. En sachant que même William Friedkin lui-même a dit que c'était une des pires merdes qu'il avait vues de toute sa vie, que John Boorman devait assumer d'avoir créé l'un des pires films de tous les temps, qu'il avait éclaté de rire après 10 minutes de film lors de son premier visionnage, qu'il n'a d'ailleurs pas terminé, car cela lui donnait l'impression d'assister à un accident de la route, et que les producteurs du film avaient été poursuivis dans la rue par des spectateurs mécontents lors de la première. Ce sont ses propres mots, et même s'il y a beaucoup d'affabulation ou d'exagération là-dedans, on ne peut pas nier l'extrême dégoût que lui inspire cette suite, comme à beaucoup de spectateurs déçus. Et pourtant, le film n'est pas ce que décrivent ses critiques. Loin de là. Tout d'abord, il est évident que ce deuxième opus parle avant tout du combat contre soi-même, de la lutte interne que connaît chaque être humain, celle du bien contre le mal. Le personnage du père Lamont représente parfaitement ce concept. C'est un prêtre qui doute, qui essaye de ne pas succomber à l'admiration pour les démons et leur pouvoir, de son propre aveu, qui dans sa Bible garde une photo de son ami Merrin, qu'il admire et respecte, et à qui il adresse ses prières, ignorant ainsi Dieu, de qui il ne s'estime pas digne. Lors de la séquence d'introduction du film, il rate un exorcisme, et, loin de la mise en scène ponctuée d'effets un peu faciles et excentriques
de l'exorcisme du premier film, ici, juste un prêtre qui doute et dont la lutte intérieure est parfaitement représentée par le jeu d'ombre qui anime son visage, la façon dont il est éclairé. Pazuzu est alors une représentation du mal qui anime le cœur de certains êtres humains et dont l'une des formes terrestres est ici celle d'une sauterelle. Sauterelle qui, lorsqu'elle est énervée, transmet son énervement à ses congénères d'un simple coup d'aile, ce qui permet à la colère d'être transmise à des essaims entiers en quelques instants et les transforme alors en meute meurtrière. Le film parle bien de cela, de la propagation du mal parmi les êtres humains, dont Pazuzu est alors l'une des formes et que le Père Lamonde cherche à arrêter définitivement. Mais pour arrêter le mal qui est en nous, plus qu'un exorcisme tel qu'on l'entend, c'est bien une introspection qu'il faut réaliser. Tout l'aspect thérapie psychiatrique du film le symbolise. Il faut fouiller profondément en nous pour trouver les racines du mal et tenter de les combattre, comme Pazuzu, caché dans les entrailles de Regan, le montre encore une fois. Et toutes les scènes d'hypnose synchronisées, longues et kitsch, c'est vrai, ne sont cependant pas là pour faire joli. Avec les personnages, c'est le spectateur lui-même qui est invité à prendre part à cette hypnose. Ce n'est pas pour rien que nous les suivons pour ainsi dire en temps réel, sans ellipse. Nous plongeons nous aussi dans la psyché de Regan en étant soumis au même traitement, avec cette lumière qui est projetée sur nous au même rythme et ce son qui résonne lui aussi à nos oreilles. Ainsi, dans le reste du film, le combat mené par le Père Lamont et Regan est également le nôtre. Nous sommes par cette occasion également invités à combattre le mal qui est en nous, à exorciser nos propres démons. Pour terminer de prouver que le film n'est qu'une métaphore du combat interne que mènent Lamont et Regan contre leurs propres démons, Boorman a construit sa mise en scène pour la rapprocher d'un système nerveux en quelque sorte. Le film nous fait passer à travers les petites ruelles de cités fictives en Afrique, couloirs de la maison de Regan à Washington ou encore la disposition des pièces du centre neuropsychiatrique, autant de lieux qu'il nous est permis de visiter, encore une fois, grâce à l'hypnose et son synchroniseur. C'est aussi parce que c'est avant tout une lutte intérieure que cette Afrique est si étrange et pas du tout crédible ni réaliste. C'est juste qu'elle n'existe pas du tout, si ce n'est dans l'esprit de Regan, qui s'est inspiré de maquettes et représentations vues au musée d'histoire naturelle qu'elle fréquente avec assiduité. L'Afrique que nous visitons dans le film est donc le fruit de l'imagination d'une adolescente. Mais c'est également une métaphore de l'origine, car pour anéantir un mal, il faut en trouver l'origine, et quel lieu pouvait mieux remplir cet office que le berceau de l'humanité, qui, en plus, a vu le début du combat entre Mérine et Pazuzu selon le film. L'Afrique remplit alors ce rôle multiple. On y retrouve l'origine de ce duel, mais aussi celle du mal représenté par Pazuzu, et enfin, l'origine de l'humanité même, mais aussi de la spiritualité. Le film ne cesse d'ailleurs d'allier spiritualité et science, théologie et psychiatrie, mysticisme et réalisme, rêve et réalité. Il montre que l'union de ces concepts est loin d'être contradictoire, mais selon lui, bien complémentaire, et est essentielle pour la lutte contre le mal, qui représente bien sûr ici tout un tas de concepts bien plus complexes. C'est bien sûr avant tout symbolisé par l'union contre nature et pas montée de gaieté de cœur entre le Dr Tuskin et le Père Lamont, qui recherchent tous les deux la même chose, la guérison de Regan et la destruction du mal qui la hante. On le voit aussi avec Kokumo, dont le prénom vient de la langue du peuple Yoruba, dans laquelle il veut dire immortel ou celui qui ne meurt pas, et qui, dans le monde onirique de la jeune Regan, est vu comme un sorcier, une sorte de chaman qui met la foi du Père Lamont à l'épreuve, tandis que dans la réalité, c'est un scientifique qui étudie les sauterelles qui sont dans le film l'un des symboles du mal. À nouveau, la vision spirituelle rejoint la vision scientifique et plus cartésienne dans un même et unique but. Et par spiritualité, on n'entend pas forcément catholicisme, puisqu'à nouveau, l'Afrique et ses croyances ont une importance notable avec l'utilisation, sans les nommer, des croyances Yoruba, qui sont entre autres à l'origine du vaudou par exemple. Toutes ces croyances ont pour but de nommer le mal, de même finalement que la médecine, car comme on dit, nommer le mal, c'est le premier pas pour le détruire. L'accepter, c'est le premier pas vers la guérison. Et dans l'Exorciste 2, Pazuzu est clairement le nom du mal qui habite Regan, et Kokumo avant elle. Mais est-ce vraiment le mal qui habite Regan que le film nous fait suivre? Et si oui, de quelle nature est-il exactement? La question peut sembler stupide, puisqu'il semble clair que le Père Lamont cherche à secourir la jeune fille, à la délivrer de ce démon, métaphorique ou pas, qui l'habite. Pourtant, je vais vous parler plutôt des incertitudes qui habitaient le cœur du prêtre, des doutes qui le traversaient. Et pour moi, l'aspect le plus sombre du film vient de là, et de la nature du traumatisme subi par Regan. À mon sens, le film parle, entre autres, des abus sexuels sur des mineurs, notamment de la part de prêtres. Et ouais, c'est joyeux. Je m'explique. Déjà, à l'origine, Boorman refusait de réaliser le premier film car selon lui, c'était une histoire de torture sur une petite fille et cela le dégoûtait trop pour s'intéresser au projet. Or, avec cette suite, nous nous attardons beaucoup plus sur les séquelles de ces événements sur la jeune Regan qui refoule son traumatisme profondément en elle, ce qui est un mécanisme de défense assez courant chez les jeunes victimes d'abus de ce genre. La psychiatre elle-même nous explique que l'adolescente ressent une forte culpabilité par rapport à tout ce qui s'est passé, ce que ressentent souvent à nouveau les victimes de viol, et elle explique aussi ne pas vouloir la confronter directement
directement à son traumatisme pour ne pas risquer de la briser encore plus et de peut-être la pousser à des extrémités telles que le suicide. Plus tard, lors d'un cauchemar, Regan se retrouvera à deux doigts de faire une chute libre au bord de la terrasse de sa chambre au sommet d'un gigantesque immeuble. Séquence qui fait fortement penser justement à la chute volontaire d'un suicidaire, alors même qu'elle cauchemardait à propos de Pazuzu qui représentait ici son traumatisme. Et que nous retrouverons dans sa propre maison, dans sa chambre, pièce dans laquelle les faits ont eu lieu, exactement dans la même situation, au bord du précipice. Rappelons quand même que sa première victime dans le premier film est Burke, un ami de sa mère qui était dans sa chambre au moment des faits. Que faisait donc un homme adulte complètement bourré dans la chambre d'une petite fille en pleine nuit? Je vous laisse imaginer la réponse vous-même. Et je suis sûr que vous devinez pourquoi. Nous en venons ensuite aux nombreux doutes qui traversent le père Lamont lui-même. Son mentor, le père Merrin, exorciste reconnu et prêtre respecté, serait, une fois mort, accusé d'hérétisme et de satanisme et est complètement abandonné par l'église. Lamont dit lui-même que l'église n'aime guère qu'on parle du diable car cela gênait ses idées progressistes, mais parlait également de la doctrine de Merrin, d'une voie que seul lui pouvait suivre, et lui-même lui voue une admiration sans limite. Et surtout, il est profondément perturbé par Regan, un trouble qu'il met sur le compte du démon. Mais ce démon est en fait sa propre tentation, le désir qu'il éprouve pour la jeune fille, que le film montre comme une jeune femme aux formes juvéniles mais apparentes, dans des tenues qui augmentent ce désir de la part du prêtre, et la jeune fille n'est d'ailleurs pas dupe, car elle le décrit elle-même comme le diable, notamment avec ses dessins. Même la mise en scène le démontre, avec par exemple la première rencontre entre Regan et le père Lamont, lors de laquelle il nous apparaît comme un reflet qui renvoie aux apparitions surnaturelles de Pazuzu dans le premier film. Sa présence perturbe la jeune fille, lui fait agir étrangement et le docteur Tuskin finit par se mettre entre eux, consciente que le prêtre ranime la mémoire et les traumatismes de l'adolescente, et elle cherche donc à la protéger. Sharon, la nounou de Regan, lui posera d'ailleurs très clairement la question « Mon père, n'avez-vous jamais besoin d'une femme ?» Question à laquelle il répondra par l'affirmative, mais non sans avoir douté au préalable. De façon générale, de nombreuses lignes de dialogue du film vont complètement dans le sens de cette théorie. À plusieurs reprises, Lamont exprime l'admiration qu'éprouvait Merrin pour les démons et sa peur de se laisser complètement aller. Si on part du principe que le démon représente leur désir sexuel, notamment pour des mineurs, ces phrases répétées plusieurs fois prennent d'autant plus de sens, d'autant que cela signifierait que Merrin s'est bien laissé aller, aussi bien avec Regan qu'avec Kokumo en Afrique, ce qui correspondrait à plusieurs cas bien réels d'enfants africains abusés par des représentants de l'église, sans parler des cas bien de chez nous. Lamont lui-même, lorsqu'il cherche Kokumo, se fait emmener par des gens devant une prostituée, comprenne qui pourra. Au-delà du symbole de la dégradation de la spiritualité que nous vivons, on a une représentation assez claire du véritable désir qui anime le cœur du prêtre. Mais celui-ci combat sa propre part d'ombre, son propre démon, est conscient de la noirceur de son âme, tout comme celle de Merrin. Merrin qui, dans l'une des versions du film, était encore prisonnier de Pazuzu, puisqu'il est mort sans avoir réussi à combattre son infâme désir, toujours sous l'emprise de son péché. Et, preuve finale ultime, la scène de fin durant laquelle Pazuzu, loin de ressembler à la créature hideuse du premier film, prend ici la forme d'une Regan plus femme, séductrice, à laquelle Lamont succombe d'ailleurs l'espace de quelques instants. Il est alors partagé entre son envie de complètement se laisser aller à son désir malsain en écoutant Pazuzu, et celle de combattre le mal en écoutant la jeune fille qui parle alors avec la voix de Kokumo, autre victime. Il finit par trancher et vient en aide à Regan une bonne fois pour toutes, prenant alors la décision d'affronter et exorciser son propre démon, ce que Merrin n'avait vraisemblablement pas fait avant lui. Tous ces discours du film sur l'extrême vertu qui attirerait le mal symbolisent donc ces enfants purs et innocents qui provoquent le désir chez certains, dont le père Lamont. Ses propres doutes quant à sa condition de prêtre, le silence de Dieu, comme il le dit lui-même, la perte progressive de sa foi sont les manifestations de sa culpabilité à l'égard de ses victimes, parmi lesquelles nous pouvons certainement compter la jeune fille dont il rate l'exorcisme au Brésil en début de film, ce qui expliquerait les doutes qu'il exprime clairement à ce moment-là. Une culpabilité que l'on retrouve également chez Shannon qui, si on ne sait pas si elle a participé d'une quelconque façon à ces abus, en avait connaissance. Cela se manifeste chez elle par son abandon total à Pazuzu et à la façon dont le père Lamont, compréhensif, l'absout de ses péchés à la toute fin du film. Pour moi, c'était vraiment l'un des thèmes primordiaux du film et pourtant, je n'ai pour ainsi dire jamais vu qui que ce soit en parler. Cette vidéo est donc l'occasion de réparer ce qui est, selon moi, un tort. Mais ce n'est pas juste pour la complexité de ses discours et des thématiques qu'il explore que le film est, selon moi, injustement décrié. L'Hérétique est un film extrêmement riche, aussi bien de par ses multiples thématiques, donc, que de sa mise en scène, qui appuie à la perfection les différents discours et la volonté de Boorman, ce que l'on pourrait aussi dire de son incroyable BO au thème à la fois mélancolique et cauchemardesque, signé par le légendaire et regretté Ennio Morricone. C'est un incroyable voyage onirique et spirituel pour lequel chaque détail compte et a été extrêmement bien réfléchi, et qu'il serait trop simple de balayer d'un revers de la main en le qualifiant de kitsch ou de remplissage. Nous suivons la quête d'un homme qui se sent coupable et qui cherche la rédemption, qui vit dans un monde dans lequel science et spiritualité
dualité cohabitent mais trop souvent s'affrontent, où le mal règne mais n'est pas forcément celui que l'on croit et qu'il faut combattre, car il y a différents remèdes pour s'en protéger. Au niveau de sa mise en scène, le film est juste infiniment plus minutieux et subtil que le classique de Friedkin, ne lui en déplaise. Cependant, en prenant autant à contre-pied le film dont il est censé proposer la suite, L'Exorciste 2 s'est attiré les foudres de tous ceux qui l'avaient apprécié, d'autant qu'il prend un malin plaisir à en détourner les personnages principaux, voire à les détruire, de même que tout ce qui faisait son charme et son succès. Le film n'est absolument pas un film de possession ou d'exorcisme, voire même un film d'horreur, même si ses thématiques plus réalistes sont, quand on se penche dessus, infiniment plus effrayantes. Malheureusement, cette étude sera alors responsable des millions d'étrons surfant sur les forces de l'exorciste dont on nous abreuve encore aujourd'hui, tous ces films sans âme mettant en scène des possessions, des prêtres et des exorcismes à tout va, car en étant autant démoli par la critique, l'hérétique a effrayé les studios et les boîtes de prod quant aux libertés que ce sous-genre pouvait prendre, l'enfermant définitivement dans cette espèce de poupée russe recopiant toujours moins bien ce classique. Mais John Boorman, lui, nous a livré un authentique film d'auteur avec de vraies forces, aussi bien en termes de mise en scène que de scénario, et ce, malgré ses défauts. Pour toutes ces raisons, cette suite mérite d'être réévaluée. Et posons-nous la question: est-ce que réellement cette suite de l'Exorciste vaut moins que toutes les merdes qu'on voit chaque année et qui cherchent à recopier l'Exorciste mais sans talent? J'espère que je vous aurai convaincu. Pour l'heure, c'est déjà la fin de cette critique glauque, mais on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.